bonjour à toutes et à tous. Je suis Antoine Angeard, le directeur du CNER, la Fédération des agences d'attractivité, de développement et d'innovation. Je vous remercie d'être toutes et tous avec nous pour ce nouveau webinaire Influence. Peut-être juste un rappel rapide, puisque c'est un nouveau format qu'on expérimente depuis quelques temps sur ce que sont les webinaires Influence, exclusivement réservés aux élus et aux dirigeants d'agences d'attractivité et de développement adhérentes du CNER, d'où le fait que nous soyons plutôt en comité restreint, mais c'est un choix de manière à avoir des participants qui sont en mesure de porter la voix officielle de leur agence, de leur territoire, ce qui nous permet des échanges riches et de bon niveau avec nos invités. Ces webinaires visent à vous permettre, à vous, agences, d'échanger directement donc, avec des personnalités clés de haut niveau qui portent des dispositifs, des missions qui touchent à nos sujets et qui représentent des sujets qui représentent des enjeux pour nos agences. Ce sont des ministres, des conseillers ministériels, des hauts fonctionnaires ou comme aujourd'hui des parlementaires, en l'occurrence des députés. L'objectif, c'est autant d'accéder à un certain niveau d'information sur des sujets, encore une fois, importants pour nous, que de pouvoir exprimer les réalités de terrain de vos agences, vos bonnes pratiques, les blocages, difficultés que vous pourriez rencontrer, voire aussi des pistes de solutions qui pourraient être intéressantes pour nos invités. Tout ceci plutôt sur un format court habituellement. On est sur 45 minutes habituellement aujourd'hui, mais parce qu'on n'a qu'un seul invité habituellement. Et là, aujourd'hui, nous avons deux invités. Je vais présenter dans une seconde. Donc, on a élargi un petit peu le format. Mais habituellement, on est plutôt sur du court, du rapide, pour que les agendas, évidemment, parce que les agendas des élus, des directeurs généraux et ceux de nos invités sont très contraints, donc on essaie d'aller droit au but. Dans les jours qui suivront, je vous indique que seront disponibles dans notre extranet, donc fermé et uniquement accessible aux adhérents du CNER, le replay de la visioconférence, les éventuels documents partagés si jamais il y en avait, et une petite synthèse qui sera diffusée pour la prochaine newsletter du CNER, CNER Info, la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous accueillons donc Marie-Agnès Poussier-Winsbach et Bruno Millienne. Bonjour à tous les deux. Et merci d'être avec nous. Madame Poussier-Winsbach, vous êtes députée Horizon de la Seine-Maritime. Monsieur Millienne, vous êtes député MoDem des Yvelines. Pour replacer un petit peu le contexte, Bruno Le Maire et Roland Lescure ont chargé votre collègue député Guillaume Casbarian, qu'on connaît bien au CNER, puisqu'on l'a déjà reçu à diverses reprises pour différents rapports qu'il a pu commettre par le passé. Il était chargé de préparer un projet de loi dédié au sujet de l'industrie verte. On en a quand même beaucoup parlé dans les médias. Les objectifs sont assez clairs, c'est accompagner l'industrie dans la décarbonation et faire de la France la championne de l'industrie verte et des technologies qui vont permettre cette décarbonation. Ce sont des travaux qui ont été décomposés en 5 groupes de travail. Madame Poussier-Winsbach, vous pilotez le groupe de travail qui s'intitule « Ouvrir des usines, réhabiliter les friches, mettre à disposition des terrains ». Sujet que nous avons par ailleurs d'ailleurs abordé avec Roland Mouchel-Blizeau, le préfet chargé d'une mission sur le foncier industriel il y a quelques semaines. Donc ça, c'est votre sujet à vous, Madame Poussier-Winsbach. Et Monsieur Millienne, vous avez été, vous, d'autre côté, pilote du groupe de travail « Produire, commander et acheter en France ». Si j'ai bien compris, mais peut-être que vous me préciserez, vous êtes dans des délais très courts parce que votre mission a débuté au début de l'année. En avril dernier, au début avril, vos groupes de travail ont rendu des propositions officiellement. Tout au long du mois d'avril, il y a eu des consultations, enfin une consultation publique sur ces propositions par le biais d'une plateforme en ligne. Et d'ici l'été, on va dire, il y aura une présentation au Conseil des ministres qui est prévue et bien sûr la discussion parlementaire qui s'en suivra. Sur vos deux sujets, le produire en France pour faire court ou encore le foncier industriel, évidemment, ce sont des sujets cruciaux pour nos territoires et pour nos agences, dont une des grandes missions est d'aider les entreprises, notamment PME, PMI, à s'implanter en France ou à s'y développer pour celles qui sont déjà présentes. Et à ce titre, elles sont donc en lien permanent avec des entreprises françaises, parfois familiales. On y reviendra peut-être, ça peut avoir un intérêt peut-être sur le côté produire en France, qui sont très ancrées, en tout cas, ces entreprises sur leur territoire et qui ont à cœur de se développer sur notre pays. Et dans tous ces types de dossiers, il y a quasi systématiquement un sujet foncier qui se présente. Donc, évidemment, les agences, par le biais de ces relations avec les entreprises, connaissent très bien la demande, les besoins de ces entreprises. Et c'est sur cet aspect-là, probablement, que leur témoignage sera intéressant pour vous. Madame la députée, monsieur le député, je vous laisse la parole pour 20-25 minutes, on va dire 10-12 minutes chacun. Ce n'est pas chronométré, je vous rassure, de manière à ce que vous puissiez nous présenter l'état d'avancée des travaux du groupe de travail, les propositions, les prochaines étapes qui sont à venir, à nous poser toutes les questions qui pourraient venir encore peut-être enrichir vos réflexions ou qui pourraient encore être entendues ou tester même peut-être des propositions.
Puis nous donnerons la parole ensuite aux élus et dirigeants présents pour qu'ils puissent, dans le temps restant, vous poser donc des questions, des précisions, apporter des réponses aux vôtres. Monsieur Millienne, vous avez transmis quelques questions qu'on rappellera dans le chat, qu'on a transmises à nos participants. Et puis vous apporter, comme je le disais, le témoignage de leurs agences, de leur territoire sur les enjeux qui constituent vos sujets. Peut-être juste 2 consignes pratiques. Encore une fois, je vous incite à allumer vos caméras pour que ce soit mieux pour nos interlocuteurs qui vont voir vos visages. Et également, vous pouvez poser vos questions et faire vos remarques en direct sur le chat en ligne. N'hésitez pas, nous les poserons donc à nos invités à la fin de leur intervention. Voilà, très rapidement, Madame la députée, Monsieur le député, c'est à vous. Peut-être Madame Poussier-Winsbach, est-ce que vous souhaitez commencer? Voilà, je vous laisse. Écoutez, pourquoi pas? Vous m'entendez bien? Très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, vous remercier de nous avoir conviés. Moi, je suis plus trop habituée à la visio, donc je vais essayer de m'y faire à nouveau. Vous avez rappelé le contexte, hein, une volonté politique très forte de pouvoir inscrire rapidement un texte, un projet de loi sur l'industrialisation verte, une commande du président de la République portée par Bruno Le Maire et Roland Lescure. Une méthode que vous avez expliquée également, hein, mais qui est pas courante, c'est-à-dire de mettre à la tête de ces 5 groupes de travail des binômes parlementaires, parfois élus locaux. Non, c'était même un trinôme, puisqu'il y avait le maire de Mont-Soleil-Mines qui était dans notre groupe de travail, et puis un chef d'entreprise. Donc, c'était aussi important qu'on puisse expliquer jusqu'où on est allé dans la concertation et dans l'écriture de ce projet. Beaucoup d'auditions. Alors, pour ce qui est de mon groupe, évidemment, de nombreux industriels, mais aussi des administrations centrales, déconcentrées, toutes les associations d'élus locaux, des ONG, des associations de représentants diverses et variées. Bref, un gros travail d'audition a été fait pour ce groupe de travail. Nous avons rendu nos copies en mars. Je ne vais pas vous cacher, moi je suis assez cash, hein, je ne vais pas vous cacher qu'entre les propositions que nous avions faites et celles qui éventuellement sont retenues, il peut y avoir une différence. Ceci est aussi souvent lié eh bien, à une actualité politique pas simple. C'est que c'est important de faire des projets de loi, mais encore faut-il qu'ils soient en mesure d'être adoptés. Donc il y avait peut-être des mesures parfois un peu radicales qui n'auraient pas permis leur adoption, enfin, puisque nous espérons évidemment que ce sera adopté. Le 16 mai, pour un calendrier un peu précis, donc le 16 mai en Conseil des ministres, puis la semaine du 19 juin, le projet de loi sera examiné au Sénat et normalement, nous devrions eh bien, pouvoir l'examiner la dernière semaine du travail des députés, c'est-à-dire la semaine du 17 juillet à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle pourra être adoptée à l'issue de cette semaine ou est-ce qu'elle le sera à la rentrée? Il est encore un peu tôt pour le dire. Peut-être la nouveauté aussi, même si ce n'est pas la première fois, c'est que une fois que les propositions ont été faites, eh bien, il y a eu une grande consultation publique pour laquelle on a fait beaucoup de communication parce qu'on avait envie qu'elle soit suivie, étayée et que chacun, tous ceux qui s'intéressent au sujet puissent y participer. Peut-être que certains d'entre vous y ont contribué. Et on voit bien que le sujet a beaucoup passionné puisque depuis que nous avons rendu notre copie, on est quand même toujours très, très sollicité par les différents acteurs possibles et imaginables pour avoir des auditions. Ce qui est plutôt aussi intéressant puisque un projet de loi, dès lors qu'il passe à l'Assemblée nationale et au Sénat, eh bien, on espère aussi à certains moments pouvoir l'amender. Ça veut dire que c'est aussi important qu'on puisse en effet échanger et que vous puissiez nous faire remonter eh bien, éventuellement les suggestions, les remarques que vous auriez sur les travaux qui ont été faits. Sur mon secteur, c'est vrai que ce qui était au cœur de notre sujet, c'était la simplification et l'accélération des processus administratifs. C'est très vite ce qui est apparu.
Alors, on s'est rendu compte que ce n'était pas tant sur la longueur que sur le fait, notamment, d'avoir des terrains qui soient sur lesquels on aurait pu lever tous les freins. On sait qu'en France, il y a quand même un grand nombre de procédures. Et donc, l'idée des industriels, c'était de dire, nous, peu importe que ça dure 1 an ou 2, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on nous dise ça va durer 9 mois et en fait, ça va durer 2 ans. On veut connaître exactement quelles sont les contraintes. Parfois, elles sont de l'ordre de l'urbanisme, parfois elles relèvent de l'architecte des bâtiments de France, parfois elles vont relever d'un autre service de l'État. Bref, ce que nous voulons savoir, c'est exactement combien de temps, dans combien de temps nous pourrons commencer à construire notre usine, ou dans combien de temps on pourra commencer à agrandir. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons auditionné des personnes qui étaient extrêmement motivées, mais qui se rendaient compte à quel point nous étions aussi, il faut se le dire, en concurrence, notamment avec les États-Unis qui, vous le savez, ont annoncé des mesures extrêmement attractives pour l'industrie. Et donc, nous savons que nous avons des enjeux où il faut aller vite. Il faut aller vite, il faut taper fort. Et il faut vraiment montrer que on est tous en ordre de marche pour pouvoir accueillir des entreprises de l'extérieur, mais aussi et surtout pour maintenir notre outil industriel. Nous avons un certain nombre d'usines pour lesquelles des investissemements majeurs sont à programmer dans les années à venir. Et évidemment, ces investissements doivent se tenir en France. Parce que nous croyons encore que l'industrie doit pouvoir créer de l'emploi dans ce pays, même un grand nombre d'emplois, et c'est en tous les cas là-dessus que nous tablons. Voilà un petit peu pour vous résumer de façon, j'espère, assez synthétique l'état d'esprit dans lequel nous avons travaillé. On se réunissait assez régulièrement, tous les groupes de travail. Et donc, je pense que nous sommes arrivés à une feuille de route qui, encore une fois, est ce qu'elle est, mais qui, au cours du débat parlementaire, pourra être amendée. Bien, merci Marie-Agnès, qui a fait un boulot, je veux le dire, et sans flagornerie, un boulot énorme, parce que c'est une partie très importante de l'industrialisation verte. C'est là où on va pouvoir mettre ces industries, là où on va pouvoir les implanter, mais notamment sur des territoires qui aujourd'hui ont été délaissés depuis trop d'années par la désindustrialisation française, et qui fait le nid aussi de certains politiques qu'on préférait ne pas voir, et qui va permettre de remettre de l'économie dans les territoires pour permettre aux gens de travailler et d'habiter au même endroit. Et qu'on va peut-être arriver enfin à démétropoliser, si je puis m'exprimer ainsi, l'économie française pour permettre aux gens, encore une fois, de travailler et de vivre au même endroit. Pour ce qui concerne la partie produire, commander et acheter français, moi j'étais en binôme avec Philippe Dornano, qui est le patron de Sisley France, les cosmétiques, mais qui est aussi coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Et ça, j'ai trouvé ça excessivement intéressant et important, parce qu'eux avaient déjà commencé à travailler sur le sujet, avant même que Bercy ne les missionne à mes côtés. Et du coup, on n'est pas parti d'une feuille tout à fait blanche quand les ministres nous ont confié ce groupe de travail. Et c'est intéressant, on a pu avoir d'abord un constat assez précis de ce qui manque à nos industriels pour pouvoir être compétitifs au niveau international et compétitifs au niveau européen déjà, puis après au niveau international. Donc, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vous en ai 2 qui sont assez significatifs. Un, d'abord, vous avez toujours beaucoup entendu parler de conditionnalité sur les aides qu'on a fait aux entreprises. Donc, moi, je voudrais vraiment que vous ayez ça en tête. Quand on arrive au pouvoir en 2017, l'impôt sur les sociétés représentait 27 milliards d'euros en France. En 2022, c'était 62 milliards. On a fait comme cadeau aux entreprises, on a fait cadeau de 25 milliards d'impôts. Donc, je ne connais pas de meilleur rendement sur un investissement fait par l'État, vu ce que ça nous rapporte. Ça, c'est la première chose. Donc, on a aussi réussi à faire en sorte
que les charges des entreprises baissent, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup plus d'IS qu'avant et que l'industrie est repartie en France. Néanmoins, je voudrais que vous ayez en tête un chiffre qui est important. Notre déficit de compétitivité par rapport aux industriels européens, à nos voisins, je ne vais même pas au-delà de l'Europe, reste quand même d'un montant de 40 milliards d'euros par an. Bon, c'est notre système de protection sociale dont la France peut s'enorgueillir, qu'on va continuer à avoir, qui fait que les charges qui pèsent sur les entreprises sont un petit peu plus lourdes qu'ailleurs. Donc, à partir de là, notre première réflexion, c'est de se dire comment on va faire pour rendre, parce qu'avant de commander d'acheter français, il faut produire. Comment on rend la production française plus attractive que les autres? Parce que ce n'est pas le facteur prix du produit ou du service qui va nous démarquer de nos concurrents européens ou de nos concurrents, encore moins de nos concurrents internationaux, encore moins de la Chine, de l'Inde, enfin vous connaissez tous ces pays émergents, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Et il y a une donnée qu'on n'utilise pas assez dans la valorisation des produits ou des services faits en France, c'est notre énergie décarbonée. Il se trouve que si vous prenez que le continent européen, il n'y a que 2 pays qui sont capables d'avoir une énergie très décarbonée, c'est la Suède et la France, avec des énergies différentes. La Suède, c'est plutôt les énergies renouvelables, nous, c'est l'énergie nucléaire. Et ça, on ne le valorise jamais. Donc, ça, c'était le premier point. Deuxième point, on dit industrie verte. Industrie verte, ça veut tout dire et pas dire grand-chose. Vous pouvez faire du greenwashing, c'est ce que font beaucoup d'entreprises malheureusement, parce que vous avez une telle forêt vierge ou forêt primaire de normes, maquis de normes environnementales, que vous pouvez très bien vous saisir d'un certain nombre de normes et afficher finalement que vous verdissez votre entreprise, votre industrie, alors qu'en fait, en réalité, vous faites du greenwashing. Donc, en partant de ce constat, on s'est dit il faut qu'on arrive à faire de la France une sorte de best cost country, excusez-moi l'anglicisme, mais voilà, de se dire que le produit ou le service fabriqué en France aura, avec la pondération des normes environnementales, le meilleur rapport qualité-prix du monde. Là, on est carrément ambitieux, on le dit comme ça. Donc, on a décidé de créer, ça c'est la première étape de l'édifice, mais au travers des auditions. On n'a évidemment pas décidé ça dans notre coin. Nous aussi, on a fait beaucoup d'auditions, des ONG aussi, des cabinets de notation, dont un qui a baissé notre note il n'y a pas longtemps, mais on l'a quand même auditionné lui aussi, des instituts normatifs, des instituts de certification, je vous ai dit, les ONG, les élus, les industriels, bien évidemment, la société civile également. Et on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait faire que, du coup, on soit vraiment dans l'industrie verte? Donc, on a créé ce qu'on appelle le standard. Enfin, on l'a créé, il est en cours de création. On a créé l'idée, en tout cas, du standard triple E, qui est Excellence environnementale européenne. Parce qu'on est obligé de rester dans le cadre européen, on ne peut pas faire autrement. Donc, Excellence environnementale européenne. Ce standard, qui n'est pas une norme supplémentaire, parce qu'il n'en faut pas de normes supplémentaires, il y en a suffisamment comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu le futur CSRD, mais c'est 927. Ah, ils ont baissé, ça sera. Alors, ils vont baisser, mais à l'origine, c'était 927 normes environnementales prévues. Je ne connais aucune entreprise qui peut respecter 927 normes environnementales, c'est impossible. Donc, et du reporting. Donc, on a, sur ce standard, mis 2 chapeaux en préalable. Un, c'est l'analyse du cycle de vie des produits ou des services, quelque chose qu'on met rarement en avant, pour la pondération, évidemment, du prix. Le bilan des gaz à effet de serre, qui aujourd'hui n'est pas, n'est pas respecté par les entreprises, bien qu'il soit dans la loi, il est respecté à 57%. Pourquoi? Parce que pour les petites et moyennes entreprises, il est très difficile à établir. C'est un coût d'abord pour la société, pour l'entreprise qui veut le faire, dans les petites et les moyennes entreprises, et ils n'ont pas forcément les ressources pour le faire, parce que ça demande quand même un tout petit peu d'ingénierie pour réussir à bien faire des choses. Donc, on va sûrement aussi proposer ce qu'on appelle un BGS, ou en tout cas un bilan carbone, on va dire, pour simplifier les choses, un bilan carbone simplifié, plus adapté à la taille des entreprises que ce qui a été fait dans la loi. Ça, c'est les 2 chapeaux préalables du standard triple E, et dedans, on va s'efforcer, notamment avec l'AFNOR, mais pas que, notamment avec l'AFNOR, d'aller chercher les 30 normes environnementales incontestables sur la planète, de manière à ce que
les entreprises qui s'empareront de ce standard, forcément, seront fléchées pour les investissements étrangers, seront fléchées dans la commande publique, dans laquelle on va augmenter la part des conditions environnementales dans la commande publique, bien au-delà des 15% effectifs où on est aujourd'hui, parce qu'on n'est qu'à 15% de part environnementale dans la commande publique, c'est passé. La commande privée est en avance sur nous. Donc voilà un petit peu l'idée du produit recommandé. Et acheter français, on avait un sujet sur les labels. Là aussi, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que en dehors du label français, vous avez les labels régionaux, vous avez tout ça. Donc ça, c'est une complexité folle. Donc on va d'abord garder et valoriser les deux labels les plus importants qui sont Origine Garantie France et Origine France Garantie, pardon, et l'autre c'est Patrimoine Vivant, entreprise du patrimoine vivant, qui commence à prendre une importance sur notre pays. Et puis pour les autres, on verra ce qu'on en fait, mais il est à ne pas douter certains labels. Moi, il y en a un que je ne peux plus supporter, je vous le dis, parce que je suis un peu comme Marie-Agnès, je suis un peu cash aussi. Il y en a un que je ne peux plus supporter, c'est designer en France. Vous voyez, vous mettez designer en France, un petit drapeau bleu, blanc, rouge, et puis tout d'un coup, on a l'impression que c'est fabriqué en France. Ben non, ça, il va falloir arrêter les entourloupes de ce style, et on va valoriser donc ces deux labels, et puis trier au fur et à mesure les labels qui sont des labels qui ne fonctionnent pas. Donc voilà où on en est. Le triple E, vous ne le voyez pas dans la loi pour l'instant, et c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter trop de ça, car c'est plus un travail normatif et un travail réglementaire qu'un travail légistique. On verra quels sont les points qu'on pourra rajouter dans la loi. Comme Marie-Agnès, et c'est bien pour ça que la discussion va continuer et j'espère va amener de la réflexion et des solutions chez nos interlocuteurs, à commencer par vous, je trouve que ce qui ressort de nos travaux, après être passé par l'entonnoir de l'administration centrale, finalement, il y a pas mal de solutions qu'on avait amenées qui ne sont pas reprises. Je ne doute pas un instant qu'on les reverra surgir, et peut-être d'autres, au moment de l'examen du texte, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce texte est pour nous, en tout cas députés et pour nos copilotes, d'une importance capitale, parce que ce pari de la transition verte, on a 5 ans pour le réussir. Si dans 5 ans, on ne l'a pas réussi, les entreprises, la tech de demain seront parties ailleurs. Et on restera donc la France un pays finalement désindustrialisé, ben, c'est malheureux à dire, mais cette désindustrialisation risque de nous couler à la peau si on ne met pas le coup d'accélérateur qu'il faut maintenant, tout de suite et pour les 5 ans qui viennent. Voilà, j'essaie d'être le plus synthétique possible et on est tout à votre écoute. Et ce sera, si je peux me permettre, et ce sera pour les 50 ans à venir. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Monsieur Millet, vous avez été assez précis sur un certain nombre de propositions qui sont sorties, notamment le triple E que vous avez souligné. Madame Poussier-Winsbach, est-ce que vous voulez revenir sur certaines propositions ou certains sujets qui vous tiennent à cœur particulièrement, ou est-ce que vous sinon souhaitez... Alors, l'idée concrètement, quand je vous parle d'accélération, c'est d'essayer de paralléliser et d'améliorer les procédures administratives. On va laisser plus de temps, enfin, on va essayer de laisser plus de temps à la consultation publique, mais de la faire dès le début de la procédure, en même temps, et plutôt que de faire en série, de faire en même temps l'ensemble des procédures administratives pour, encore une fois, gagner du temps. Ça, c'est pour la fameuse parallélisation, et ça, c'était vraiment une demande importante. L'idée est également de pouvoir inscrire notamment des terrains dans les SRADET, comme on l'a fait pour la logistique. Ça, c'est aussi une demande que nous avons. L'idée est d'avoir également dans chaque préfecture, alors il y a des préfectures où ça existe déjà, mais il y a des préfectures où malheureusement ça n'existe pas, des personnes qui seraient chargées d'accompagner les porteurs de projets, parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où on est accompagné, eh bien les choses évidemment se passent beaucoup plus facilement que quand vous n'êtes pas habitué, eh bien vous n'avez pas les bons numéros pour l'administration préfectorale. Donc il est important qu'on puisse avoir des pilotes dans chaque préfecture, parfois peut-être dans des sous-préfectures. Bref, il reviendra au préfet de voir comment s'organiser, mais d'avoir des responsables de l'industrialisation.
On a également travaillé sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, le fait qu'on puisse réutiliser ce qui aujourd'hui a le statut de déchet, mais qui ne serait pas sali, entre guillemets. Je vais vous prendre l'exemple du matelas qui, non pas arrive en fin de vie, mais n'a jamais été utilisé, est invendu et qu'on ne peut pas réutiliser au sein de la même, ne serait-ce que de la même zone industrielle, alors que le voisin pourrait en avoir une utilité. Ça peut paraître accessoire, c'est absolument pas accessoire et ça permettrait d'éviter d'utiliser de nouvelles matières premières alors qu'on a déjà des produits finis qui aujourd'hui ont le statut de déchet alors qu'encore une fois ils ne le sont pas. Donc là-dessus c'est un gros travail. L'idée aussi c'est d'avoir sur chaque territoire des terrains, comme je vous le disais tout à l'heure, clés en main. On veut pouvoir identifier, vous avez évoqué les entretiens que vous avez eus avec le préfet en charge de ce dossier, il faut vraiment que nous ayons une cartographie. Encore une fois, il y a des secteurs où nous savons que ça existe, c'est très bien fait, les terrains sont répertoriés. Il y a des territoires où on ne sait absolument pas. Et en tous les cas, le travail de mise en commun de toutes les cartographies qui ont pu être faites ici ou là n'a jamais été fait au niveau national, ce qui est assez invraisemblable, mais c'est ainsi. Voilà un petit peu les gros points, je reprends. Renforcer donc la planification, ça je vous l'ai évoqué, les sites clés en main, accélérer la dépollution des terrains industriels, être capable de répertorier aussi des terrains qui ne seraient pas pollués parce qu'ils existent. On a aussi en France un grand nombre d'industriels qui n'ont pas utilisé tout ce dont ils ont besoin. Et parfois, plutôt que d'aller chercher à dépolluer, on a des sites où certains, eh bien, encore plus avec le zéro artificialisation nette, font un peu de la réserve foncière, on va dire, dans des perspectives futures, en se disant, bah, après tout, mon terrain, il gagne en termes de prix au mètre carré chaque année, donc je le garde. Donc ceux-là aussi, nous devrons les répertorier. Enfin, et ce n'est pas rien pour les très gros projets, ceux qui sont à plus de 300 millions d'euros, 500 millions d'euros pour certains, le passage en commission nationale du débat public, hein, les fameux CNDP, l'idée serait de voir si certains sujets, certains objets, certains projets ne pourraient pas y échapper. Parce qu'on ne voit pas pourquoi, parce que justement vous êtes un très très gros investisseur, pourquoi vous seriez obligé dans certains cas de passer par toute cette procédure de commission nationale, alors que si vous êtes juste un petit peu en dessous, eh bien vous y échappez. Donc ça fait aussi l'objet de lourds échanges, mais à partir du moment où la consultation publique commencerait dès le début de la procédure administrative, on s'interroge beaucoup sur l'efficacité encore de cette procédure. Voilà un petit peu les principales mesures de notre chantier. Parfait, merci beaucoup de ces précisions. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions, demandes de précision sur ce qui vient d'être évoqué? N'hésitez pas, je ne vois pas de réaction pour l'instant sur le chat. Sur les SRADET, est-ce qu'il y a des réactions? L'inscription dans le SRADET. Alors, du côté peut-être, je ne sais pas, de Bordeaux, de la Marne, de Toulon, peut-être? Soyez pas timide. Non, pas de réaction. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions. Dans le Grand Est, pardon, Si. je n'ai pas accès à la petite main levée, là, je la cherche depuis tout à l'heure. D'accord. Vas-y, Johanna, je te laisse te présenter d'ailleurs pour que tout le monde te situe. Et puis, merci pour ces interventions. Oui. Donc, Johanna Gobi, je suis directrice générale de Marne Développement, donc l'agence de développement économique de la Marne. Sur le SRADET, depuis plusieurs mois, le Grand Est, la région Grand Est a entamé des groupes de travail. Donc là, on est en cours de finalisation. Alors évidemment, la difficulté, hein, c'est de réunir tout cet écosystème et d'arriver à trouver du consensus.
On a des sujets, je reviens sur la partie autorisation environnementale, puisque on est de plus en plus confronté à des investisseurs étrangers qui ne manquent pas de nous rappeler que les procédures sont en France beaucoup plus longues qu'ailleurs en Europe. En Italie, souvent, on nous cite le cas italien. Alors, on manque un petit peu, je ne sais pas s'il y a eu un benchmark de fait sur ces sujets-là, parce que personnellement, je trouve qu'on a du mal à réellement savoir si effectivement les réglementations françaises sont plus lourdes que chez nos voisins européens. C'est souvent sorti aussi comme un argument pour faire un peu pression aussi, sans doute, mais on a du mal à jauger de la véracité de cet argument-là, à titre personnel. Alors, je ne sais pas si... Alors, on a auditionné des industriels ou des potentiels investisseurs qui, en effet, étaient plutôt frontaliers avec notamment la Suisse. Et dans notre esprit toujours un peu chagrin français, on a toujours l'impression que les normes sont vachement plus élevées chez nous, qu'on est beaucoup plus pointilleux, etc. Et moi, j'ai été la première étonnée quand on m'a dit, mais attendez, nous, chez nous, par exemple, en matière de dépollution des sols, en gros, on ne demande pas grand-chose quand on regarde par rapport à la Suisse. Vous voyez, premier point, où là, on luttait contre une idée reçue que l'on avait, que chez nous, on était toujours beaucoup plus exigeant que partout. Alors, je ne l'ai pas vérifié, mais la personne qui nous indique ça n'a pas de raison de nous dire qu'en Suisse, c'est... Mais c'était de 1 à 10, la précision dans la dépollution, par exemple, des sols et les exigences environnementales qui étaient celles de la Suisse par rapport à la France. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est pas tant que les délais étaient beaucoup trop longs chez nous, c'était surtout sur le manque de visibilité. En fait, ils ont souvent le sentiment qu'on leur dit il va y avoir l'enquête publique, il va y avoir la Commission nationale du débat public, il va y avoir que sais-je. Et puis, en fait, on leur demande une étude environnementale différente au cours de la procédure. Puis, on va leur dire que, en fait, la direction régionale des affaires culturelles a examiné le dossier et que peut-être ils sont dans une zone où il va falloir engager des fouilles archéologiques. Enfin bref, ils ont l'impression de ne pas avoir de visibilité sur là où ils vont. Et c'est vraiment là-dessus qu'on essaie d'insister, sur le clé en main et sur la capacité qu'on aurait à pouvoir dire à des industriels, sur ce site-là, vous en avez pour 9 mois, pointe à la ligne. J'ai vraiment, au cours des très nombreux échanges que nous avons eus, ils nous disent pas qu'ils sont à 3 ou à 6 mois près. Ils savent que ce sont eux-mêmes dans la construction de leurs futures usines, ils savent qu'ils sont partis pour une décennie quasiment d'investissement. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est avec certitude, quand ils parlent avec leurs actionnaires, dans 1 an, on peut démarrer les travaux, dans 2 ans, on peut commencer les travaux. Et c'est là-dessus qu'apparemment, aujourd'hui, on pêche un peu, parce qu'on leur ressort des procédures un peu au cours dont ils n'ont jamais entendu parler auparavant. Alors peut-être que, et c'est pour ça que je vous dis, je pense que l'important, c'est aussi qu'on soit capable d'identifier des personnes qui vont pouvoir accompagner les porteurs de projets, pour pas qu'on leur... Parce que parfois, et je le sais puisque j'ai été maire et présidente d'agglomération, donc je sais que parfois quand on accueille ou qu'on veut accueillir sur notre territoire des investisseurs, on n'a pas tendance à cacher, mais on leur dit que tout va bien se passer. Et puis concrètement, c'est un peu plus compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment des personnes qui soient identifiées. Il ne s'agit pas de faire de démagogie, il ne s'agit pas de dire que vous allez pouvoir demain, en 1 mois, construire votre usine, mais il s'agit de dire comment et dans quel délai on va pouvoir le faire. Alors, je sais pas si c'est vous ce que vous avez eu comme écho. Peut-être que quand on est dans des stratégies de négociation, on nous dit que tous les voisins sont plus vertueux que nous et bien mieux. Moi, j'ai plutôt eu le sentiment que c'était ça. Ce qu'on nous demandait, c'était de la transparence sur la procédure. On a besoin de beaucoup de pédagogie avec certains investisseurs de pays où il y a aussi un gap culturel, où il y a une vraie difficulté à expliquer pourquoi
pourquoi on a toutes ces démarches d'autorisation, etc. Donc, il y a à la fois effectivement de la stratégie de négociation pour essayer de faire un petit peu pression, mais il y a aussi une nécessité de pédagogie pour bien expliquer la raison de ces procédures. Voilà. Les procédures, il faut vraiment en effet qu'elles aient lieu en amont, notamment la consultation du public. Moi, je reste convaincue que les Français sont attachés à leur industrie, en tous les cas dans les secteurs dans lesquels l'industrie a existé. Il y a toujours une forme de nostalgie et plutôt une acceptabilité forte, c'est ce qu'on veut croire. Donc à partir du moment où très vite le grand public est associé à la démarche, on se dit que l'acceptabilité ne sera que meilleure également. Et en tous les cas, on pourra savoir où est-ce qu'on en est très rapidement. Donc ça nous paraît en effet la parallélisation des procédures extrêmement important pour faciliter et permettre d'être non pas décontracté, mais un peu plus décontracté et de savoir où on met les pieds, quoi. Si je peux me permettre juste en complément, mais le travail, je l'avais rappelé, le travail qu'avait fait Marie-Agnès, qui était très important, c'est qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de fantasmes de la part du grand public sur l'industrie qu'on va implanter. Pour eux, l'image de l'industrie, c'est forcément de l'industrie lourde, c'est de l'industrie sale, c'est de l'industrie polluante, ça va attaquer la biodiversité. Enfin, vous connaissez ça tous aussi bien que moi. Or, si vous regardez un petit peu la réalité des choses sur le terrain, vous prenez par exemple les entreprises de taille intermédiaire, 75% d'entre elles sont déjà engagées dans la transition énergétique et écologique. Mais pour une raison simple, c'est que si elles ne le font pas, demain, elles disparaissent. Un entrepreneur reste un entrepreneur et il est obligé de s'adapter au monde qui évolue en permanence. Alors, il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres, certes, mais en tout cas, ceux qui sont plus agiles s'adaptent très vite parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, donc il y a aussi une fausseté. Donc, c'est pour ça la parallélisation finalement des procédures, moi, ça me paraît être quelque chose de très intéressant parce qu'en même temps que le projet va être étudié, le public pourra, en temps réel, s'apercevoir de la réalité de l'activité qui va se retrouver sur le terrain et non pas avoir tout le temps de la fantasmer le temps que l'enquête administrative se fasse. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, remarques de la part des autres participants, précisions à demander à nos invités ou des réponses aux questions? Monsieur Millet, nous avons passé dans le chat à l'instant les questions que vous aviez transmises, notamment sur la multitude des normes et le standard triple E dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi l'accès à la commande publique, l'évolution de la fiscalité des entreprises, voilà, les bonnes pratiques éventuellement pour favoriser le produire en France. Donc, est-ce qu'il y a des remarques sur ces sujets-là, des témoignages peut-être, côté de Toulon, Bordeaux? Bonjour à toutes et à tous, puisque Antoine, tu me tends la perche. Le témoignage, je ne me suis pas exprimé sur le SRADET parce que c'est un... Je vais juste te présenter, William, peut-être. Oui, pardon, William Balut, directeur général d'Invest Bordeaux, l'agence de développement économique de Bordeaux de la Gironde, donc une structure parapublique, associative, financée dans l'ordre par Bordeaux Métropole, l'Union européenne, la région, la mairie de Bordeaux, la chambre de commerce, l'industrie de Bordeaux, ainsi que un peu plus de 150 adhérents, dont des industriels. Donc, agence de développement exogène, sur le métier de l'attractivité économique. Je ne me suis pas exprimé sur le SRADET parce que ce n'est pas notre sujet, c'est plutôt le sujet de notre bailleur régional qui, dans le cadre de son chef de fila sur le développement économique et des schémas régionaux, c'est lui qui a la main. En revanche, nous, on rencontre effectivement les pires difficultés à trouver des terrains de jeu. On fait partie d'une génération. Je ne vais pas demander les âges des participants à la visio, mais on fait partie d'une génération qui a appris à faire du développement économique sur la base d'un adage qui disait on ne fait pas de développement économique sans foncier. Alors, ce qui nous est proposé, c'est d'imaginer un développement économique à foncier modéré, à iso-foncier, à foncier contraint, à foncier restreint. Voilà. Nous, on a des difficultés tous les jours à trouver des terrains d'atterrissage pour des implantations.
On a une liste aujourd'hui de projets industriels orphelins de solutions foncières. Je ne parle pas de fonciers gigantesques. Hein. Et sur les fonciers gigantesques, on peut d'ailleurs ouvrir et refermer la parenthèse. Des fonciers de 50 hectares, 100 hectares, 200 hectares en France, il n'y en a pas. Tous les projets de Gigafactory sont en train de nous échapper. Je pense que l'État a compris. Hein, la DGE a lancé un AMI sur les grands sites industriels. Nous avons répondu avec un foncier agricole de 300 hectares. Et si j'ai bien compris, il n'y a que 3 candidatures en France. Et cet AMI, on est très curieux de savoir quelle sera la suite donnée à cet AMI. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit filer tous les projets de Gigafactory en Allemagne. C'est pourtant pas notre voisin qui est réputé le moins vertueux en matière de sobriété foncière et environnementale. On voit aussi des choses un petit peu étranges. Hein. Nous, on a répondu sur un très gros projet dans le domaine de la chimie, sur le terminal du Verdon, qui était le seul site industriel clé en main labellisé par l'État. Et puis, quand on a amené nos amis chimistes, hein, qui a fait 26 heures d'avion pour venir sur le sol français, on a découvert avec le sous-préfet du Médoc que ce site était soumis à la loi littorale, puisque le Verdon est une petite commune littorale. Et donc, lequel sous-préfet nous a indiqué qu'il y avait un principe hein, dans la loi littorale, c'est qu'on ne peut pas construire en discontinuité. Donc, je lui demandais si je faisais la bonne interprétation, c'est-à-dire qu'il fallait faire l'usine soit dans le village, mais pas sur le terminal portuaire. Donc, il m'a dit qu'il était impossible de construire sur le terminal portuaire. Je lui ai dit, mais là, l'État a labellisé ce site industriel Clermont et on ne peut pas y faire d'industrie. Il m'a dit ça, c'était votre interprétation. Je lui ai dit, mais pour moi, la définition d'un projet industriel, c'est un projet où il y a des entrants, il y a une transformation avec création de valeur ajoutée. Et généralement, cette valeur ajoutée, elle se fait sous un bâtiment en mode indoor. Je dis, si ce n'est que décharger des marchandises sur le terminal portuaire de Verdon et puis les embarquer dans des camions, ça, pour moi, c'est une activité logistique, mais ce n'est pas une activité industrielle. Donc aujourd'hui, il y a un projet sur le terminal de Verdon, qui est le projet Pure Salmon, qui est un projet considéré par l'État comme un projet agricole, piscicole, puisque c'est l'aquaculture, mais on n'y fera jamais d'industrie. Il n'y a pas plus tard que juste avant de démarrer la visio, j'ai envoyé un message à nos amis de Bordeaux Métropole, puisque c'est un des axes forts qui nous est demandé par le président de Bordeaux Métropole, c'est le desserrement territorial, c'est-à-dire favoriser en tant qu'outil départemental, mais financé en majorité par la métropole, puisque c'est notre bailleur de fonds à hauteur de 40%. La demande d'Alain Anziani, c'est le dessernement territorial, c'est favoriser un développement harmonieux, équilibré du département. Et je transférais aux équipes du cabinet et du développement économique le retour d'un vice-président de développement économique d'une communauté de communes périphérique de Bordeaux Métropole qui disait on n'a pas de foncier, vous le savez très bien, on vous a déjà répondu, on verra dans le PLUI dans 4 ans, et tous les territoires qui sont autour sont dans la même situation. Donc on n'arrive pas à trouver 8 hectares de foncier pour un très beau projet industriel. La réalité, elle est là. Et si je viens rajouter la lourdeur administrative, la complexité administrative, moi, on a découvert les premières boucles logiques. Vous savez, dans l'informatique, une boucle logique, c'est quand vous avez vous développez une application et qu'en fait, elle tourne toute seule. Voilà, parce qu'il y a un bug que vous n'avez pas repéré. On arrive aujourd'hui à avoir les premières boucles logiques administratives, c'est-à-dire qu'on dépose des dossiers, on lance les études d'impact, les études Sunfloor, et puis on a parfois des injonctions contradictoires entre les services, DREAL, DTM, et puis on arrive parfois, au moment où on pourrait avoir les autorisations, on a des délais qui sont dépassés, donc on a des autorisations qui sont caduques, et on repart pour un tour. Et en fait, on crée un aléa, c'est ce que vous disiez, les industriels, bon, à la rigueur, si on leur dit vous pourrez développer votre projet en 4 ans, bon, on n'est plus déjà très bon. On a décorrélé le temps de la production foncière et le temps du développement du projet du temps de l'horizon opérationnel stratégique de développement industriel. Mais en plus, si vous rajoutez l'aléa, c'est-à-dire si vous lui dites vous ne serez pas prêt en 2026, ce sera probablement en 2027. Mais on n'en est pas sûr. À tout moment, il y a quelque chose qui peut venir gripper la machine, voire même une évolution réglementaire, parce qu'on a quand même une très grosse inflation législative ces dernières années, ce qui fait dire, ils ne le diront pas devant vous, mais ils le disent devant moi quand on se voit en catimini, en tête à tête. Il y a des gens dans les services de l'État qui n'osent plus écrire parce qu'ils ne maîtrisent même plus la production législative. Donc là, ça devient inquiétant. Vous avez des gens qui sont chefs de subdivision à la DREAL et qui ne savent plus
aujourd'hui engager les services de l'État sur leur compréhension des textes. Donc les choses se compliquent un petit peu. Donc, on va même très pardon, si vous permettez. Donc, en fait, si on exagère un peu, on pourrait presque se dire les députés, moins vous bougez, mieux c'est, parce que plus vous légiférez, pire c'est. Je pense qu'il va falloir c'est l'empilement qui crée la difficulté. Et puis parfois, les nouveaux textes ne balaient pas les anciens textes. Et donc, on a superposition de textes. Et souvent, sur des intentions très louables de simplification des textes, on s'aperçoit à l'évidence, hein, dans la pratique, qu'en fait, on n'a rien simplifié. Il y a un autre phénomène, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un accident industriel, et je veux dire, c'est aussi les lois de la probabilité, il y a des explosions, il faut aussi peut-être l'accepter. La réaction politique, souvent, c'est d'enrichir les textes, de créer de nouveaux textes. Et ça devient, il y a comme ça un empilement de textes qui complexifie la donne. Je vous prends un autre exemple. On m'a dit à un moment donné, William, regarde les friches industrielles, puisque c'est un peu comme le gaz de schiste. Quand le pétrole est cher, il faut regarder quand le gaz de schiste trouve un intérêt. Les friches industrielles, on ne les regardait pas parce que pour un industriel, c'était compliqué. Souvent, les sols étaient pollués, il y avait des produits toxiques, nocifs. Et tout ça coûtait très, très cher à remettre sur le marché. Le législateur a réagi. Alors, il a permis à des propriétaires publics d'engager les travaux, de prendre en charge le coût de la dépollution quand on avait des sols souillés et de le remettre sur le marché, au prix du marché, y compris sur des opérations où leur bilan de promotion était déficitaire. Donc ça, c'était une bonne chose. Dans la réalité, nous, à Bordeaux, on n'a pas vu beaucoup de friches ressortir de terre. On a une très grosse friche qui est la friche Ford, et qui arrive effectivement au bout des servitudes de dépollution et qui va être remis sur le marché avec un aménageur qui rachète l'opération. Ceci étant, quand on s'intéresse au sujet des friches, on voit bien que de manière marginale, ça va nous aider à répondre à une partie des projets, mais pas la totalité des projets, d'autant que l'État qui nous enjoint de réindustrialiser, on a bien compris, mais surtout, on avait une fenêtre de tir avec une vraie recrudescence de projets industriels. Et c'est là où il y a une injonction contradictoire, c'est qu'on a un afflux de projets industriels et une incapacité, nous, sur le terrain, très frustrante. On fait du développement économique tantrique aujourd'hui. On a cette incapacité sur le territoire à trouver de foncier. Et moi, je ne reviens pas sur le bien fondé de la trajectoire vers le ZAN. Tout le monde comprend que l'effet nénuphar, voilà, on ne peut pas gagner de manière exponentielle et contagieuse tout le temps sur les zones naturelles. Ceci étant, c'est la transition qui est un petit peu abrupte. Et encore une fois, je mets de côté les projets XXL. Nous, on a essayé de répondre à un tel. Alors, on a répondu avec Bordeaux, mais sur 500 hectares de foncier dans les Landes, c'est-à-dire sur le département d'à côté. Mais sur Vercors, on a essayé de trouver 50 hectares, on ne les avait pas. Sur ACC, on a la R&D à Bordeaux, mais le reste va se faire à Dunkerque. Et Dunkerque ne pourra pas accueillir tous les projets de Gigafactory français. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si le représentant de Dunkerque est là, mais je lui souhaite d'accueillir tous les projets. Dunkerque, Marseille, Le Havre. Oui, mais pour discuter avec nos amis marseillais notamment, je crois qu'il y a assez peu de foncier. Sinon l'AMI, grand site industriel, aurait été sold out, il y aurait eu une foultitude de projets de territoire qui auraient… Alors, si je peux me permettre un truc invraisemblable que j'ai appris pendant, et parce qu'on est qu'entre nous et que ça ne sortira pas d'ici, que j'ai découvert en faisant toutes ces auditions, c'est que certains ports ne connaissent même pas leur foncier aujourd'hui. Vous voyez, on est quand même dans une situation assez étonnante où certains ont découvert que, en effet, ils étaient propriétaires parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire c'est un sujet, je n'ai plus de foncier, je n'ai plus de foncier, je n'ai plus de foncier. Et puis, en fait, en se penchant à un moment donné sur qui appartient à qui, à quoi et pour faire quoi, etc., eh bien, on s'est rendu compte. D'où, je pense, vraiment le travail important de Michel Roland, Michel Blaiseau, sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, vous avez des propriétaires de terrain, des entités qui ignorent qu'elles sont propriétaires.
Donc, moi, je vous dis ça peut-être parce que j'ai de l'expérience à force d'avoir eu les mains dans le cambouis. Moi, je me suis rendu compte que quand on regardait concrètement sur nos territoires, non pas ce qui était libre de tout, mais simplement ce que nos industriels utilisaient comme terrain par rapport à leurs besoins, on a des vraies surprises. Donc moi, dans les outils, par exemple, que j'avais proposé, mais qui n'a pas été retenu en tous les cas à ce stade, eh bien, c'était la possibilité, pourquoi pas, de décréter une déclaration d'utilité publique sur certains secteurs, parce que quand vous savez que une industrie n'aura pas besoin, n'a pas de projet de développement dans les 10 ou 15 ans à venir, eh bien oui, peut-être que l'intérêt général, c'est que nous puissions utiliser ces hectares qui aujourd'hui sont totalement vacants. Et tout simplement parce qu'on se dit que peut-être un jour, mais enfin ça fait 30 ans qu'on se dit, ça fait peut-être qu'un jour on aura besoin des 400 hectares restants. Et je vous dis, au-delà de la pollution des friches, etc., moi je me suis rendu compte qu'on avait sur nos zones d'activité, sur nos zones industrielles, un nombre extrêmement important d'hectares qui aujourd'hui ne sont pas utilisés parce que peut-être un jour on aura un projet. Eh bien, il faudrait déjà qu'on sache quels sont les projets à venir dans les 10 ou 15 ans. Alors, il faudrait se donner une date, mais parce qu'on ne peut pas garder comme ça indéfiniment, notamment quand, comme vous le disiez, nous cherchons des terrains, quoi. Je ne sais pas si vous sentez aussi ça. Alors, sur le sujet portuaire, on a la France, on a un port qui maîtrise très bien son patrimoine foncier, 5000 hectares. 5000 hectares, il faut en enlever 4500 qui sont des zones Natura 2000, des zones des espaces naturels, souvent confiés au conservatoire régional. Ensuite, on a des zones qui sont des fonciers urbains, et il leur reste en gros une cinquantaine d'hectares, 34 qui sont réservés pour un gros projet d'hydrogène, et puis notre terminal méthanier sur lequel on a repositionné le projet chimie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, notre port à nous, enfin, notre grand port maritime de Bordeaux, c'est son nom. Hein. Je pense qu'il a une connaissance assez fine, le travail a été fait, mais je partage ce que vous dites. Il y a effectivement des grands propriétaires. Ce n'est pas forcément des territoires, c'est aussi des grandes entreprises publiques qui ont un patrimoine. J'avais une vidéo il y a une quinzaine de jours avec la personne très charmante et adorable qui s'occupe des anciennes centrales thermiques d'EDF en France. La plupart enfermées, mais EDF a une stratégie qui est de conserver ce patrimoine foncier en réserve parce qu'ils savent d'ores et déjà que demain, ils reconstruiront des centrales thermiques décarbonées puisque les ENR, de toute façon, vont les pousser à avoir des capacités de production d'énergie qui sont mobilisables le matin, enfin, au grand pic angulaire dans la journée. Si je reviens sur mon histoire de friche industrielle, quand on revient sur une usine qui a fermé et sur laquelle on vient appliquer le temps des procédures, quand on veut essayer de remettre cette friche sur le marché, que la bibliographie ne suffit pas, qu'il faut redéclencher une étude Sunflora et que l'étude Sunflora révèle que sur la toiture, le bâtiment qui est arrêté, l'usine a arrêté depuis 5 ans toute production. Le bureau d'études monte sur la toiture, découvre des lichens rares, rentre à l'intérieur du bâtiment, le bâtiment qui est fermé, on est dans le noir absolu, zone de nidification des chauves-souris, biodiversité, donc la biodiversité a repris ses droits parce que le site est resté en déshérence pendant des années. On est reparti tour en tour, mesure de compensation, les 150, c'est pas trop tard, qu'on devait gérer sur 25 ans, mais il va falloir les gérer sur 50 ans. Mais qui peut s'engager à gérer des fonciers ailleurs pour maintenir la biodiversité pendant 50 ans? Souvent, c'est au-delà. Enfin, moi, dans 50 ans, je serai mort. J'ai déjà 50 ans, donc ma probabilité de vie dans 50 ans. Donc, vous voyez qu'on est en train d'engager des générations à venir. Donc, pour un industriel français qui est né dans notre complexité, avec notre propre ADN, à la rigueur, on arrive à lui faire admettre. Dès lors qu'il faut parler à un Asiatique, à un Nord-Américain, il se demande si on n'est pas dans ce message un peu d'anti-vente. Moi, je suis partisan aussi, je vous le dis, je reviens sur le desserrement territorial, le ZAN. J'en discutais avec Thomas Cazenave il y a une quinzaine de jours. Le ZAN appliqué sans distinction à tous les territoires, c'est la pire des injustices. C'est-à-dire que ces territoires périphériques des grandes villes, ces territoires ruraux, ils ont été privés de développement économique. C'est l'aménagement du territoire qui s'est grippé après De Gaulle.
donc, ils n'ont pas d'histoire. 2, le ZAN est calculé sur une limitation du flux par 2, les flux dérivés d'un stock. Or, quand on n'a pas de stock, divisé par 2, rien. Il n'y a pas de pression dans le tuyau. On peut diviser la pression par 2. Et donc, ces territoires, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de capacité foncière au moment où vous avez une deuxième chance. Donc, je pense qu'il va falloir… Vous sentiez qu'ils avaient vraiment l'envie? Parce que moi, les élus locaux avec lesquels j'échange nous disaient, et ça c'est un autre sujet, qu'aujourd'hui la fiscalité n'était pas encourageante pour aller accueillir ce type de projet. Autant on était sur une vraie volonté de transformer les friches, de dépolluer, etc., d'installer là où il y en avait des industries. Maintenant, sur la volonté des territoires ruraux d'accueillir de l'industrie, si c'est le cas chez vous, c'est pas le cas en Normandie. Hein. Nous, chez nous, on nous dit si ça peut rester le long de la Seine, c'est quand même pas mal. Alors, moi, je peux vous citer une communauté de communes qui n'a pas d'ambition économique, toutes les autres, mais toutes les autres, hein, aux confins du département, le sud Gironde, le nord Gironde, le bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon a une vraie stratégie de développement économique. Non, mais développement économique ou développement industriel, pardon, c'est pas la même chose. Oui, mais sur le bassin d'Arcachon, vous avez des chantiers navals, ils veulent développer l'industrie du bois, ils ont une vraie ambition industrielle. Parce que ça rejoint aussi des problématiques politiques, hein, c'est population un peu vieillissante, difficulté à se loger, diversification des ressources. Alors là, on rejoint un autre sujet, hein, c'est les impôts de production. C'est une très bonne nouvelle pour le site France de baisser les impôts de production. En revanche, quand on vient couper le lien CVAE, fiscalité des territoires, c'est vrai qu'on vient couper l'élasticité entre les ressources fiscales et la volonté des deals locaux à développer des zones d'activité. C'est vrai que si demain on supprime complètement la CVAE et que ce n'est pas remplacé, qu'il n'y a pas un ressort entre développement économique et rentrée fiscale pour les territoires, on peut craindre, ça peut laisser craindre qu'il y ait des territoires qui se désengagent du développement économique pour favoriser des projets touristiques, des projets de logement. Donc ça, c'est pas encore une inquiétude parce qu'il reste le ressort de l'emploi. Tous ces territoires, je le rencontre très souvent, ils ont besoin de créer des emplois sur leur commune. Si on veut garder nos populations, on sait qu'on doit… Parce que dans une petite commune, dès que vous avez un problème, vous allez voir le maire. Hein. Si vos poubelles sont mal rangées, mal ramassées, si votre fils n'a pas de boulot, si vous avez un problème de parking ou un pot de fleurs, vous allez voir le maire. Le maire est au centre du village. Ils viennent encore voir un peu les députés. Mais c'est vrai qu'ils viennent voir le maire. Peut-être sur le ZAN, vous dire que tout le monde est bien conscient du sujet et qu'on sent bien que tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, on pourrait aller vers un peu plus de souplesse. Et alors moi, je milite, hein, c'est ce que j'ai dit à Thomas Cazenave. On ne pourra pas permettre à tous les territoires de développer des fonciers de 50, 100 hectares, hein, des fonciers industriels. En revanche, on pourrait peut-être faire un travail, ça relève peut-être des régions ou de l'État ou des deux, un travail d'identification comme ça de quelques grands pôles en France où on libérerait un petit peu les capacités foncières pour essayer d'identifier des vrais grands fonciers industriels, hein, parce qu'on peut se le dire entre nous, hein, puisqu'on n'est qu'entre nous. Les sites industriels clés en main, bon, c'est un énorme flop. Hein. Bon, déjà, à 15 hectares, je ne sais pas ce qu'on fait comme vrai gros projet industriel, mais encore une fois, je reviens sur mon sujet des gigafactories. On aura la même chose dans les conducteurs ou dans les grands sites d'assemblage de véhicules électriques, en tout cas dans le secteur automobile. La jauge, elle est à partir de 50 hectares, et souvent, c'est la tranche 1. Souvent, c'est 50 hectares extensibles à 150 ou 200. Donc, je ne parle même pas des fonciers à 500 hectares, où là, c'est des projets démentiels. Je pourrais peut-être essayer d'en avoir un en France. En revanche, on est 3, 4 sites en France sur lesquels, un peu sur le modèle du permis d'innover dans des grandes opérations bien identifiées en France, on aurait un permis d'aménager des grands fonciers sur 4, 5 grands sites en France. Je pense que personne ne serait jaloux. Hein. Moi, si j'en ai aucun en Gironde et qu'il y en a un en Nouvelle-Aquitaine, je serais ravi. Je ne serais surtout pas jaloux. Au contraire, ce sera mon esprit national
et la fibre nationale française qui… Non, mais c'est vrai que c'est rageant qu'on ne puisse pas se battre à armes égales sur l'accueil de ces méga projets. Quand on vous parle de préparer plus de sites clés en main, c'est vraiment ça dont il s'agit. Tout à l'heure, vous évoquiez les études faune-flore. L'idée, c'est déjà de dire maintenant, il faut qu'elles puissent durer 3 ans. Bon, en 3 ans, on a quand même le temps de voir les choses. On a plein d'ajustements comme ça possibles où on se dit il faut absolument pouvoir jouer parce qu'on est bien conscient qu'autrement on ne joue pas à armes égales. Pour pouvoir lancer des projets importants, on se dit que non seulement il faudra accélérer les documents d'urbanisme et que peut-être parfois il faudra être capable, alors ça on ne l'a pas encore validé, mais que peut-être parfois il faudra être aussi capable d'exonérer des quotas ZAN. Bien sûr. Voilà. Et donc ça, c'est aussi dans nos objectifs dans un deuxième temps. Même chose pour ce que je vous disais tout à l'heure sur les procédures relatives à l'archéologie. Vous devez avoir des sites où on se dit ils sont purgés, point. On ne va pas rechercher sur 5 mètres, sur 10 mètres, sur 50 centimètres, enfin que sais-je. On considérerait que pour les études faune et flore, c'est 3 ans, que ces terrains sont purgés de toutes les études archéologiques. Et là, je pense qu'on arriverait, du coup, à être un peu plus crédible. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait rassurer, je pense que c'est par là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si déjà on arrivait là-dessus à avoir des vraies réponses dans le projet de loi, je pense qu'on aurait déjà fait une bonne avancée. Je reviens sur ce terme. Hein. Quand vous parlez d'aléa, j'ai souvent considéré que mon métier, c'était pas séduire, convaincre. Bon, c'était plutôt rassurer et convaincre en rassurant plutôt que convaincre en séduisant. Après, ça n'empêche pas d'essayer de séduire, mais on arrive à séduire quand on est convaincant sur le reste et qu'on arrive à rassurer. Le risque d'aléa, effectivement, si vous enlevez l'aléa chez un industriel, vous le rassurez. Un projet d'investissement, ce ne sont que des risques. Ce ne sont que des risques. Si vous jouez, si vous retirez le risque d'aléa, vous retirez quand même un risque extrêmement important. Ensuite, c'est ma conviction personnelle, sauf à ce qu'on me prouve le contraire, je suis à peu près convaincu qu'on peut, de manière assez significative, comprimer, compresser, raccourcir les temps d'instruction. Si l'Allemagne le fait, compte tenu de la matière grise qu'il y a en France, des bureaux d'études, des cabinets, donc toute l'ingénierie qu'il y a en France, considérer qu'il faut 1 an pour mener des études. Alors, bien sûr, si c'est une étude 4 saisons, pour une étude 4 saisons, il faut qu'il y ait les 4 saisons. Ça, on ne peut pas faire autrement. Bon, mais la parallélisation, c'est ça, quand on parle de la parallélisation, c'est de se dire qu'on va, plutôt que de faire en série le commissaire enquêteur, puis le tribunal administratif, puis l'autorité environnementale, puis, c'est de dire on doit être capable d'étudier simultanément les dossiers et de commencer la consultation du public dès le départ. Donc, normalement, enfin, c'est assez révolutionnaire, hein, mais on devrait vraiment gagner du temps. Puisqu'en effet, on sait qu'en Allemagne, c'est quasiment 1 an de moins. C'est 8-9 mois, quand nous, ça prend 17 mois. Peut-être un témoignage, William, je t'interromps, il y a quelques autres questions de participants, j'en profite juste pour rebondir. Et peut-être à mon collègue Bruno. Oui, justement, c'est sur une question de Bruno Millienne que Didier Gougonel, tout le monde veut réagir. J'en profite juste pour vous signaler, mais ça, je pourrais vous le passer peut-être par ailleurs. Quand vous évoquiez tout à l'heure le sujet de repérer auprès des entreprises locales du foncier qui pourrait être en réserve, on a ici, alors c'est du sur-mesure, c'est de la dentelle, c'est tout à fait un travail qui est adapté, on va dire, à l'ADN des agences de développement qui font ce travail de dentelle et d'accompagnement des entreprises. En Alsace notamment, je pense à l'agence l'ADIRA, l'agence d'Alsace, a commencé toute une démarche auprès des industriels pour repérer ce foncier, etc. Et je pense que c'est assez intéressant pour vous faire remonter leur pratique, de voir aussi quels sont les échanges qu'ils ont avec ces industriels, quels peuvent être les blocages que certains opposent, et en revanche aussi ceux qui sont prêts à jouer le jeu. Je referme la parenthèse juste pour parler de cette bonne pratique. Et je passe la parole à Didier et Johanna juste après. Didier, tu voulais réagir peut-être sur une question de Bruno Millienne qu'on a passée dans le chat, il me semble.
Oui, bonjour. Merci. Antoine, Didier Gouvenem, je suis le directeur de TVT, qui est l'agence de développement économique de Toulon-Provence-Méditerranée. Alors, je suis désolé, j'ai pas de questions sur le foncier, parce qu'on ne gère pas de foncier. En fait, c'est directement une agence de la métropole qui le gère. Et en plus, sur le territoire, on a une spécificité sur le foncier, qui est qu'on a un énorme propriétaire qui est le ministère des Armées. Donc, je ne dis pas que ça simplifie tout, hein, ça ne simplifie pas nécessairement tout, mais c'est en tout cas une spécificité qui nous rend un petit peu à part par rapport à ça. En fait, non, j'avais une question sur la quatrième question que vous aviez posée. Votre agence a-t-elle mis en place des démarches originales et concrètes susceptibles d'être promues et répliquées à grande échelle visant à favoriser la production, la commande et l'achat en France? Je comprends bien l'idée. Un tout petit peu une idée de se dire qu'est-ce qui pourrait nous amener à favoriser. En fait, en la lisant, je me suis dit, mais on a le droit de faire ça. Enfin, c'est très. Si j'établis une règle, enfin, si je mets en place des dispositifs, en particulier vis-à-vis de l'Europe, éventuellement ailleurs, mais bon, établir une sorte de préférence au-delà même de national, presque local aussi, hein, on pourrait le faire à l'échelle d'une région ou autre, pour favoriser des cycles courts, une économie circulaire ou une économie locale. Mais est-ce qu'on ne va pas à l'encontre d'un certain nombre de règles en faisant ça? C'est une question. En fait, c'est une question un peu naïve. Mais non, elle n'est pas naïve du tout parce que vous avez raison sur le fond. Vous avez raison sur le fond, mais l'Allemagne ne se gêne pas pour le faire, malgré les règles européennes. Donc, c'est un petit peu ça comment dire, la contradiction de nos directives européennes. Moi, je me souviens, quand j'étais conseiller régional en Île-de-France, on avait, au niveau de la région, pour certains appels d'offres, et notamment sur les appels d'offres sur les travaux dans les lycées, mis une clause de proximité d'intervention pour des dégâts commis dans les lycées, de manière à ce que les gens puissent intervenir le plus rapidement possible. Alors, finalement, c'était une façon de privilégier le localisme sans le dire. Donc, on trouve toujours des moyens détournés pour le faire. Alors là, pour répondre plus complètement à votre question, il y a un travail qui est en cours au niveau de l'Europe entre les différents pays européens, justement, pour simplifier ça et dire quand même, il y a des choses qui sont d'une évidence même. Quand vous avez besoin d'avoir un service après-vente qui intervienne dans les 48 heures, vous n'allez pas donner la préférence sur une commande publique à un Espagnol quand vous êtes aux Pays-Bas. Et voilà. Enfin, donc, il y a un moment où il faut que les règles européennes soient claires là-dessus, d'autant que certains États membres, plus que d'autres d'ailleurs, s'en exonèrent assez facilement. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement l'histoire de la subvention. Ça, normalement aussi, ça devrait être interdit, mais l'histoire de la subvention de l'Allemagne au Deutschland Ticket, le fameux ticket à 49 €. Oui. En théorie, on ne devrait pas avoir le droit de le faire. C'est une aide d'État. Et pourtant, l'Allemagne le fait. Donc, je pense que ça, c'est aussi des choses, alors que nous, on ne peut pas régler au niveau national, bien évidemment, dont on peut interroger effectivement l'Europe en disant, mais vous êtes gentils, vos règles, elles sont bien belles, mais on s'aperçoit que finalement, personne ne les applique. Essayons de simplifier et de mettre des règles peut-être communes, mais qui soient applicables par tous et qui puissent favoriser effectivement un petit peu de souveraineté nationale, ça ne ferait pas de mal, et de souveraineté locale. Donc, je pense que vu comment réagissent les uns et les autres par rapport au fait que malgré tout, ils s'approprient des règles qui, en théorie, ils n'ont pas le droit de s'approprier, on va finir par y arriver. En revanche, je n'ai jamais vu l'Europe sanctionner ce genre de détournement. Sans compter que, enfin, là, on arrive un peu dans le même genre de boucle dont parlait mon collègue tout à l'heure, c'est-à-dire que on va arriver devant carrément une contradiction que vous avez soulevée, qui est la contradiction entre la nécessité aujourd'hui de réduire toutes les empreintes carbone, et c'est quand même un grand enjeu à tout niveau. Si on ne met pas une préférence, enfin, c'est peut-être par ce biais-là d'ailleurs qu'elle peut être mise tout simplement, hein, en imposant par exemple, dans la notation des projets, dans un appel d'offres, une évaluation de l'empreinte carbone, enfin, quelque chose comme ça. Enfin, je ne veux pas non plus complexifier, parce qu'on a dit depuis le début qu'il fallait simplifier. Donc, mais vous voyez, sans complexifier, l'idée du triple E, c'est ça. Dès l'instant où vous rentrez notamment dans le critère de l'analyse du cycle de vie, l'énergie décarbonée qu'on utilise en France, ou l'énergie décarbonée qu'ils utilisent en Suède. Ce sont les deux seuls pays à le faire. À partir de ce moment-là, dès que vous rentrez ça comme standard, l'entreprise qui pense au standard-là sera favorisée dans la commande publique de facto. Oui. Et là, on ne contrevient pas aux règles européennes. Tout le monde a le droit
de créer son propre standard dès l'instant où il n'est pas obligatoire. C'est si on le rendait obligatoire. Ce serait, voilà, dès l'instant où on ne le rend pas obligatoire mais volontaire, c'est comme ça qu'on arrive à… Et on espère bien, en faisant ça, l'idée, elle est assez simple. L'idée, c'est d'essayer de contrer l'IRA américain, sachant qu'ils nous ont à peu près raconté n'importe quoi, nos amis américains, parce que ce n'est pas 370 milliards sur un laps de temps donné, c'est open bar et le temps qu'on veut. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut que, face à la puissance de l'argent, on essaye de répondre avec intelligence et c'est ce qu'on essaye de s'efforcer de faire. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, la volonté est là. Il y a encore deux autres questions. Je vous propose des questions courtes, de manière à ce que nos invités aient le temps de répondre, parce que le temps passe et on va bientôt s'arrêter. Johanna, puis après Bertrand pour Lyon. Johanna. Alors, ce ne sont pas des questions, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, Antoine, sur l'identification du foncier détenu par les entreprises. L'Alsace, effectivement, avec la DIRA, a initié une démarche. La Moselle aussi, et dans la Marne, on travaille avec le Club d'écologie industrielle de l'Aube sur l'identification des ressources que les industriels sont prêts à partager. Et dans ces ressources, il y a du foncier. Et vous parliez des réserves foncières des industriels qui devient, au vu de la conjoncture un peu plus tendue, qui devient maintenant une ressource pour ces entreprises et qui en parlent et mettent ces mètres carrés un peu plus facilement sur le marché. Donc, dans le Grand Est, on a initié ce travail d'identification. Et dans la Marne, on va le généraliser là sur tout le territoire. Et simplement sur le sujet commande publique, là aussi, le Grand Est, on bénéficie d'un appui avec le pôle commande publique du Grand Est qui fait partie de l'agence d'innovation Grand Innov et qui, pour nous, territoire, est un vrai soutien. Ça permet de structurer justement la pédagogie, toutes les démarches d'information auprès des entreprises. Donc, on a une expertise assurée par la région Grand Est avec ce pôle commande publique qui est à la disposition des territoires. Et dans la Marne, par exemple, la CCI, la CMA et nous sommes signataires d'une convention. Et donc, on a un certain nombre d'actions tout au fil de l'année pour inciter les entreprises marnaises à répondre à ces appels d'offres qui constituent un vrai levier de développement. Mais il y a encore un gros travail de pédagogie à faire parce qu'on voit bien que certaines entreprises ont du mal encore à aller sur ces démarches de réponse à des marchés publics. Merci Johanna. Oui, on pourra effectivement au niveau du CNER agréger toute cette information-là. Je citais l'Alsace, ceux qui me venaient à l'idée, mais effectivement, il y a d'autres territoires. Donc, mais c'est intéressant qu'on puisse l'agréger et qu'on puisse le diffuser. Donc, merci. Bertrand, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous et toutes. Je suis désolé, donc je suis de mon retard parce que je vous ai rejoint qu'il y a un quart d'heure. Je suis Bertrand Fouché, le directeur général de l'ADERLI, qui est l'agence de développement économique de la grande région de Lyon, Saint-Étienne. J'avais eu égard à votre dernière question également. J'avais deux sujets. Le premier, c'est, nous, en tant qu'agence de développement économique et d'attractivité, on n'a pas de levier direct sur la commande publique. En revanche, on a choisi en fait de focaliser notre action et nos efforts en tant qu'agence financée par l'argent public sur les projets qui sont le plus impactants pour le territoire, avec des outils de mesure d'impact construits qui vont au-delà des indicateurs traditionnels et prendre en compte, quand je dis traditionnel, c'est les montants d'investissement, nombre d'emplois, pour prendre en compte des dimensions plus qualitatives et intégrer notamment les questions d'impact environnemental, d'impact sur la qualité des emplois, d'impact aussi sur les coopérations avec les milieux académiques, etc., et faire en sorte que l'attractivité soit vraiment au service de la construction d'un territoire, on va dire, plus résilient, plus robuste dans l'avenir. La question qui se pose pour ça, c'est en fait le changement de thermomètre, puisqu'on fait face à des analystes qui raisonnent aujourd'hui essentiellement sur des indicateurs assez classiques pour mesurer l'attractivité des territoires, qui nous positionnent en concurrence, on va dire, potentiellement défavorable par rapport à d'autres. Et donc, on a commencé à travailler avec un réseau d'agences de développement économique au niveau européen, avec Francfort, Stockholm, Copenhague, sur un set d'indicateurs qui nous seraient communs sur la mesure d'impact. Mais dans ce groupe de travail, on se rend bien compte que la question de l'absence de référentiel de mesure d'impact au niveau européen est un vrai sujet. Alors, il y a, parce que chacun crée ses propres normes, ses propres référentiels, et comme ils sont hétérogènes, ils sont par construction difficilement défendables.
alors même que par ailleurs, là je parle de la nature des projets en fait qu'on évalue, mais que par ailleurs, il y a des gros travaux qui sont faits sur les critères d'investissement, notamment autour des critères ESG et tout ce qui concerne les investissements responsables, mais qui sont difficilement applicables en tant que tels aux projets liés à l'attractivité. Donc, je voulais voir si dans vos travaux, la question en fait des référentiels d'impact qui concernent, nous, notre activité, mais plus largement beaucoup d'autres pans de l'économie, c'est quelque chose que vous alliez un peu embrasser, et peut-être à un niveau européen, parce qu'au niveau français, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et ma deuxième question, c'est liée aux ressources. Traditionnellement, nos agences travaillent sur les leviers des ressources foncières, les ressources de financement, et puis les questions de recrutement, de formation, d'accès aux talents. Mais on voit émerger très, très fortement dans la demande, notamment sur les projets industriels, de l'accès aux ressources naturelles, notamment l'accès à l'eau, l'accès aux déchets, parce que de plus en plus de projets industriels sont complètement inscrits à des niveaux très ambitieux dans l'économie circulaire. Et on voit que la question de l'accès aux ressources, qu'elles soient déchets ou ressources naturelles, et les vulnérabilités futures liées à l'accès à ces ressources sont de plus en plus des critères de choix d'implantation. Et pour nous, il faut vraiment, dans notre stratégie, on est vraiment en train de regarder comment mesurer la vulnérabilité de l'accès à ces ressources, et notamment à l'eau, puisque beaucoup des projets de la transition écologique consomment énormément d'eau, et que par conséquent, sans tenir uniquement à la question foncière, financière ou des talents, ça ne nous semble plus du tout aujourd'hui suffisant pour pouvoir construire une politique de développement économique et une offre en face qui tienne compte des enjeux dans les années à venir. Je voulais voir un peu comment vous abordiez aussi cette question des ressources naturelles et utiles dans l'économie circulaire industrielle. Bon, alors moi, sur la première partie de votre question, en espérant répondre à votre question, si je l'ai bien comprise, l'idée de la création de ce standard, justement, quand je vous parlais de 30 normes environnementales, excusez-moi, d'abord, on est en phase d'écriture, et ça répond en partie à ce que vous voulez dire, parce que dedans, ça inclura effectivement l'impact que peut avoir le projet en lui-même, et cet impact doit être positif, ou en tout cas le moins négatif possible pour l'environnement et pour l'écologie, parce que dès l'instant où vous mettez une activité industrielle en place, il y a forcément des externalités qui ne sont pas toutes positives, mais il faut les limiter au maximum. Et la partie réemploi, la partie recyclage, la partie, mais vous avez parlé aussi de la partie RSE, tous ces standards-là qui existent, même s'ils ne sont pas forcément communs à tous les pays, l'idée de ce triple E, c'est d'arriver à construire, c'est toute la difficulté, un standard qui soit applicable dans tous les pays du monde et reconnu par tous, même s'il émane de la France. Bon, l'avantage qu'on met surtout dans ce standard, c'est effectivement la partie énergie décarbonée qui nous donne un avantage compétitif. Mais pour le reste, il faut que, en termes de transition écologique et en termes de transition énergétique, ce qu'on met dans ce standard-là, et c'est toute la partie qui va être compliquée, on a à peu près, je pense, 6 mois pour l'écrire, et l'AFNOR s'y attelle avec nous déjà, ils ont déjà commencé à bosser avant même qu'on leur demande, c'est d'essayer d'arriver à trouver ça. C'est une demande pas seulement l'AFNOR, ça les passionne en tant qu'AFNOR, mais c'est aussi une demande, par exemple, de la Banque de France qui est en train de travailler là-dessus, en se demandant comment ils font, parce qu'eux aussi, ils sont en train d'essayer de trouver un étalonnage pour orienter les financements qu'ils ont, parce qu'il ne faut pas croire que c'est qu'avec les financements publics qu'on arrivera à faire cette transition-là. Hein. Je vous ai dit, je ne vous ai peut-être pas dit, mais le mur d'investissement, il est colossal. On sait qu'on va pouvoir bénéficier à peu près de 80 milliards d'argent public tous les ans pendant 10 ans, en comptant ce que va nous donner l'Europe, mais ça, c'est peanuts par rapport à nos besoins. Donc, il va bien falloir qu'on attire les flux financiers, à la fois ceux qui transitent par la Banque de France, mais les flux financiers étrangers. C'est là où c'est intéressant. Vous parliez de notation. Fitch qui nous a dégradé, tout le monde l'a vu, et on sait pourquoi. Ce n'est pas parce qu'on avait fait la réforme des retraites, mais c'est pour l'ambiance sociale qu'il y a autour et qui est aussi ce qui prouve que les agences de notation ne sont pas que des tableaux Excel et des règles à calculer, ils tiennent aussi au compte de l'environnement social, on va dire affectif du pays. Mais Fitch, par exemple, eux les premiers nous disent, nous on sait beaucoup, on connaît beaucoup d'agences autour de nous qui ont des fonds d'investissement verts, vraiment verts, et qui ne savent pas vraiment où les diriger, parce que justement, on n'a pas une forme de standard, ce que vous disiez, vous travaillez, vous, et c'est intéressant d'avoir votre retour d'ailleurs, vous travaillez de manière européenne et vous apercevez que la façon d'appréhender le même sujet, finalement, vous vous retrouvez avec des standardisations différentes d'un pays à l'autre, même si vous allez vers le même objectif.
Donc, l'idée, c'est d'essayer de réunir tout ça et qu'on soit nous les précurseurs. Je ne dis pas que la tâche va être facile, d'autant qu'il y a une petite précision que je ne vous ai pas donnée, c'est que ce standard EEE, il doit exister en 3 dimensions. Il doit exister en fonction de la taille des entreprises. Je ne vous ai pas demandé la même chose à une TPE qu'à une multinationale. Ça, c'est la première chose. Il doit exister dans la temporalité. Il y a des gens qui sont loin de la décarbonation, il faut qu'on les aide. Il y en a qui sont déjà décarbonés, ça va être simple. Et puis, il doit exister en fonction des secteurs, des filières. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'écriture ne va pas être simple. On la soumettra évidemment à tous les organismes possibles pour approbation. Moi, je veux vous avouer très humblement que l'audition qui me faisait le plus peur, c'était celle de la Banque de France, parce que pour moi, c'était un petit peu le juge de paix sur ce qu'on allait produire en termes d'idées, en tout cas. Et à ma grande surprise, ils étaient ravis qu'on les appelle parce qu'eux travaillent exactement sur la même chose. La clope. Ouais. Voilà. Et après, pour le territoire, c'est peut-être plus Marie-Agnès qui peut répondre que moi pour la deuxième question. Pour l'économie circulaire. Ouais. Bon, ça fera partie, nous aussi. Forcément, on va pousser ça. Mais Marie-Agnès a beaucoup travaillé là-dessus. Oui, mais je me rends compte qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, mais pas suffisamment, parce que vous voyez, par exemple, sur l'eau, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas travaillé le sujet. Parce que tout simplement, on n'a pas appelé notre attention sur le sujet, mais vous avez raison. Nous, on a plutôt appelé notre attention sur les difficultés qu'il y a aujourd'hui de réemployer des déchets dans l'industrie de demain. Et donc, en fait, ce qu'on proposait, c'était évidemment les conditions de sortie du statut de déchet resteraient inchangées, mais qu'en fait, il n'y aurait plus de procédures d'autorisation préalable qui font aussi, elles, perdre beaucoup de temps. C'est vraiment là-dessus qu'on avait appelé notre attention, sur l'utilisation de la ressource. Alors moi, je l'ai plus souvent entendu par des particuliers parce que tout simplement chez nous, il y a des rivières et que voilà, un certain nombre de concitoyens ou d'entreprises nous disent mais on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas utiliser la rivière pour produire nous aussi notre propre électricité, etc. Mais je reconnais que je n'avais pas eu de demande d'entreprise sur le sujet. Donc, si vous avez des éléments précis là-dessus, moi, je serais très demandeuse pour que vous puissiez nous les faire remonter. Oui. Étant une région particulièrement exposée à l'industrie et par ailleurs à la vulnérabilité en eau, puisque sans eau, ça contraint les systèmes électriques et que les industries de la transition sont très consommatrices d'eau. Pour fabriquer des photovoltaïques, des batteries, faire de l'hydrogène, il faut énormément d'eau. Bien sûr. Juste un point, parce que moi, ça me fait penser à une chose qui est demandée notamment, alors c'est dans l'agroalimentaire, ça ne concerne pas les batteries, comme vous venez de le dire, mais on est en train de s'engager sur la réutilisation de l'eau recyclée, enfin, en tout cas, faire du recyclage de l'eau. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est territoire par territoire, d'ailleurs, je passe le message à Antoine en même temps, c'est quelles sont les entreprises chez vous qui pourraient faire des économies assez importantes d'eau potable si on les autorisait à recycler leur eau. Je vous prends un exemple, la Coperle, qui est de l'agroalimentaire, qui fait du porc, m'a alerté là-dessus en disant voilà, moi, si vous m'autorisez à utiliser l'eau recyclée plutôt que de la reminéraliser pour la renvoyer dans les rivières, je passe de 100% d'utilisation d'eau potable à 20%. Donc, je libère 80% d'eau potable. Je fais une économie énorme là-dessus. Donc, il y a peut-être là, pour le coup, un sujet que j'adresse à tous. Ce serait intéressant parce qu'on a fixé dans le plan eau de passer de 1% à 10% de recyclage d'eau. C'est effectivement, quand on regarde en termes de pourcentage, c'est énorme, mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus que ça si on interroge vraiment les territoires et les industriels, industrie par industrie. Bien noté, merci beaucoup. On l'inclura dans les questions qu'on diffusera à nos adhérents à la suite de ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, témoignages, bonnes pratiques? On confirme ce que dit Bertrand. Ces éléments pour Madame Toussier-Desbac. Sur l'eau, quand on parle souvent de résilience industrielle et d'un plan microélectronique semi-conducteur, ce sont des gens qui, dans le lithium des wafers, lavent les plaques de silicium à l'eau pure. C'est-à-dire qu'ils considèrent même que l'eau potable n'est pas de l'eau pure. Et les besoins sont des besoins gigantesques. On parle
de plus de 100 mètres, 150 mètres cubes, 200 mètres cubes heure d'eau pure. Donc, il faut taper dans le Miocène, dans le Holocène. Donc, on est en concurrence directe avec les eaux potables, avec des usages pour l'alimentation, pour les usages publics. Donc, si on a la volonté, effectivement, et je regarde que ce secteur-là, mais j'étais pas plus tard ce matin chez Etex dans une usine de fabrication de plaques au plâtre. Ils utilisent 150 000 mètres cubes d'eau à l'année, c'est-à-dire l'équivalent de 17 000 mètres foyers. Et ils vont essayer de réutiliser de l'eau de steppe, vous voyez, parce qu'ils ont une usine de traitement des eaux à côté. Ils sont en demande de retour de Autorisation. Oui, tout à fait. Bien sûr. Tout le monde y trouverait son intérêt d'ailleurs. Et donc, ça serait autant de mètres cubes d'eau qui ne seraient pas pompés sur. Je vais vous prendre un exemple où des fois, nous aussi on fait des conneries, hein, et on en fait sûrement plus souvent qu'à notre tour. Vous vous souvenez quand on a interdit les pailles en plastique, ouais. Ou les fast-food, enfin les pailles en plastique d'une manière générale. Oui. Coca-Cola qui récupère, on le sait bien, dans le circuit, ces bouteilles, puisque quand ça va dans les bars, etc., il les récupère, il les nettoie et puis il les re-remplissent à nouveau. Quand il y avait des pailles, quand il y avait les pailles en plastique, ils ne faisaient qu'un bain, un changement global de leur eau par an. Maintenant qu'on a des pailles en bambou, en ce que vous voulez, les trucs restent collés au fond et c'est 6 nettoyages complets de leur cuve à eau par an. Donc, des fois, quand on vote les lois avec la meilleure intention du monde, on n'imagine pas forcément les impacts. Les conséquences que ça peut avoir. Les impacts négatifs que ça peut avoir. Bon, je sais qu'on ne reviendra pas en arrière, mais c'est pour vous dire que quand même, on a des remontées et c'est intéressant. Mais là, le recyclage de l'eau, si on arrive effectivement à cartographier ce qu'il est possible de faire partout en France, même si des gens, par exemple, certaines industries ou certaines filières peuvent être du coup en excédent d'eau recyclée qu'elles pourraient filer aux nouvelles technos qu'on aurait besoin, parce qu'on n'a pas besoin d'eau potable en réalité pour faire tourner ça. Si vous prenez de l'eau déminéralisée, ça va très bien. Là, je prends la Coperle, par exemple, leur système, c'est qu'une fois qu'ils ont utilisé l'eau, ils la traitent, ils la déminéralisent complètement, ils n'ont pas le choix, elle est évidemment impropre à la consommation, et ils sont obligés de la reminéraliser pour la jeter dans la rivière. Dans les rivières. Donc, eux, ils ont un stock, s'ils n'utilisent pas tout, ils seront ravis de le vendre à d'autres. Alors, je crois qu'à l'heure où nous parlons, le ministre Fesneau et Béchu sont en train de présenter en commission. Dans exactement 15 minutes, il va falloir… Ah, c'est là où tu vas. D'accord, en DDAT, je crois qu'il y a une présentation d'un grand plan d'action. Je vais regarder ça avec attention. Je crois qu'on a fait le tour, il est 16h30. Je sais que vous avez des contraintes de votre côté. Vous entendez les sonneries de l'Assemblée ? Ouais, on me rappelle à l'ordre, c'est ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Je vous propose de garder un lien. Je crois qu'il y a des choses aussi à faire remonter, nous, du réseau à vous transmettre. J'ai noté un certain nombre de questions précises et puis d'autres bonnes pratiques, etc. Donc, on continuera à le faire si vous êtes d'accord à vous transmettre ces éléments-là, s'il est encore temps de contribuer à vos travaux. Je vous remercie encore une fois tous les deux, Marie-Agnès Poussier-Wiesbach et Bruno Millienne, de votre intervention et du temps que vous avez bien voulu nous consacrer, malgré vos agendas chargés. Je veux remercier aussi vos collaborateurs qui nous ont aidés à monter rapidement cette… Ne remerciez pas trop, on va être obligé de les augmenter, arrêtez. Ils n'entendent peut-être pas pour l'instant. Donc ils entendent. Ils entendent, c'est ça le pire. Tant mieux pour eux. Et puis je remercie Camille Valmar aussi du CNER qui nous a aidés. Merci à tous et à toutes d'être présents. Et puis donc, gardons contact et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.